Banane jaune, pas cavine verte. La banane jaune ne peut pas redevenir verte. Le vieillissement est irréversible. On ne peut pas revenir sur son passé. Par contre, on peut apprendre de nos expériences pour mieux penser à l'avenir. Le territoire martiniquais, d'une superficie de 1128 km², est riche d'un sol volcanique au nord et argileux au sud. Chaque micro-région a sa propre identité géologique, influençant directement les modes de production. Mais partout, une chose demeure, la terre. Quand on pense à la production agricole, tout nous ramène à la terre. Fruits, légumes, tubercules, tous sortent de la terre, élément central de notre équation. Dès lors, l'appauvrissement des sols n'est pas qu'une statistique agricole, c'est le signal d'alarme d'un dérèglement écologique profond. La pérennité de notre autonomie alimentaire dépend directement de la résilience de nos sols. Dans cette optique, participer à l'organisation et à la gestion des systèmes alimentaires, est-ce que cela ne va pas de pair avec la protection de l'élément qui rend tout cela possible? Comment concilier alors terre, systèmes agroalimentaires locaux et préservation de l'environnement? La terre, premier maillon dans la chaîne allant de l'agriculture à l'alimentation, s'inscrit de plein droit dans la réflexion sur la souveraineté alimentaire. Le- la première personne à avoir parlé de souveraineté de manière générale, du moins dans le cadre du débat public, c'est García Malsa, qui a été maire à Sainte-Anne de 1989 à 2014. Donc, je crois que c'est depuis début 90 où cette question a vraiment été une question politique. Avant, on était dans des phases de décolonisation, portées par Aimé Césaire notamment, et par la suite, eh bien, les questions écologiques, les questions de souveraineté ont pris le relais. La souveraineté, moi, je sépare l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, le principe de l'autonomie, cela sous-entend qu'on arrive à satisfaire la totalité des besoins. De différentes manières, hein, on peut satisfaire la totalité des besoins en limitant le besoin, carrément. Et là, tu satisfais la totalité du besoin. D'ailleurs, dans des pays qui ont subi l'embargo comme Cuba, c'est de cette façon. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. La souveraineté alimentaire, c'est de décider d'une politique alimentaire. Par exemple, je sais que durant telle période, la Martinique produit en très grande quantité, en quantité suffisante de l'igname, par exemple. Eh bien, dans le cadre de ma souveraineté, je peux mettre une taxe supplémentaire aux ignames importés pour favoriser la consommation des ignames martiniquais. Donc, c'est un peu la définition que j'en donne. La souveraineté, c'est notre capacité à décider et ne de dépendre de personne d'autre. Ben, on peut le mettre à toutes les sauces. Souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, souveraineté politique, ainsi de suite, ainsi de suite. L'histoire agricole de la Martinique reste indissociable d'un modèle colonial fondé sur la monoculture d'exportation. Pour préserver la banane, fleuron de ce système, un pesticide a été massivement répandu, le chlordécone. Sa fonction première, lutter contre le charançon du bananier. Dès 1972, il est utilisé en Guadeloupe et en Martinique, sans aucune consultation de la population. Jugé dangereux par l'Organisation mondiale de la santé et classé dès 1979 comme cancérogène possible, il est interdit dès 1977 aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Pourtant, son utilisation a perduré dans les Antilles françaises jusqu'en 1993, et ce, malgré de nombreuses oppositions. En 20 ans, environ 300 tonnes de substances actives ont été utilisées sur 12 400 hectares de bananeraies en Martinique, soit plus de 10% des terres arables que comptait la Martinique à cette époque. La molécule chlordécone, à partir de laquelle est fabriqué le pesticide, est portée par les eaux de pluie et le ruissellement, et migre bien au-delà des bananeraies pour contaminer les cours d'eau, le littoral et les écosystèmes marins. La longévité de cette molécule dans la terre entraîne également une pollution des cultures et des animaux d'élevage. La chlordécone, ce sont les stigmates d'une gestion coloniale de la Martinique. Ça vient du fait qu'on accorde à la production
plus d'importance que tout le reste. Par conséquent, une fois qu'on part de ce paradigme, tout est justifiable. Tant qu'on n'a pas réalisé que le problème de la chlordécone, c'est un problème essentiellement colonial, on va passer à côté de l'essentiel, les réparations notamment. Ce n'est pas seulement là où il y avait de la banane qu'il y a de la chlordécone. S'il y a de la banane, l'alternative, c'est les pièges à charançon. Toujours. Mais s'il n'y a pas de la banane, il n'y a pas de charançon. Par conséquent, la problématique n'y est pas. La problématique est nuisible, mais la problématique de la chlordécone y est toujours. Mais aujourd'hui, on a mieux connaissance de la molécule. On a mieux connaissance des terres contaminées. On a mieux connaissance des possibilités de production sous des terres contaminées. Et d'ailleurs, il y a des associations qui font un excellent travail dans le cadre de la sensibilisation liée à la chlordécone, dans le cadre des alternatives sous des sols chlordéconés. L'idée, c'est de permettre aux consommateurs martiniquais de pouvoir consommer sans crainte. C'est-à-dire, un agriculteur te propose un produit, tu es en mesure de l'accepter parce que tu sais qu'il n'y a pas de chlordécone. Pour moi, la banane, c'est le cancer de la Martinique. C'est une production qui est subventionnée, c'est-à-dire, je crois que c'est 70% du POSEI. C'est énorme. Ça veut dire que ça prive le reste de la Martinique d'un développement agricole. Ainsi, l'utilisation de ce pesticide dans les Antilles françaises aura engendré une catastrophe environnementale et un scandale sanitaire sans précédent. Mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Des techniques émergent et se répandent aujourd'hui pour déchlordéconer les sols et redonner un avenir aux parcelles agricoles. Car si certaines terres présentent des taux de concentration élevés, la contamination n'est pas une fatalité pour toutes les cultures. Chine, il y a eu des textes qui disaient qu'eux, ils nettoyaient leur sol avec ce qu'on appelle le zèbre-étang. Et qu'il y avait la canne à sucre ici, qui est le cousin un peu de zèbre-étang, et qui fait à peu près le même travail. Donc à l'époque, quand toute cette histoire de chlordécone avait démarré, à la FDSEA, ils avaient demandé une subvention pour que la majorité des agriculteurs qui avaient leur sol contaminé puissent passer en culture de canne à sucre. C'était ça l'idée, entre guillemets. Voilà, pour dépolluer et qu'ils aient des revenus. Mais très peu ont subi à l'époque quand ça avait été... Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Alors, la surcharge de travail, entre guillemets, par rapport à la canne à sucre. Et puis, il faut un matériel assez costaud après. Sinon, il faut des employés pour pouvoir faire la récolte, voilà. Il y a pas mal de problématiques de récolte, voilà. Que la dépollution des terres avec les plantes, c'est faisable. Ouais. Mais quand on enlève les plantes, il faut savoir qu'elles les arrondissent. Donc c'est ça aussi qui pose problème. Le traitement des plantes comme il Voilà. Et puis que les plantes ont récupéré la fil de code, Voilà. de fil, qu'est-ce qu'on en fait après? Et qu'est-ce qu'il y a eu comme... Et si nos regards se tournaient vers la terre ? Après tout vient de là. En nourrissant le sol plutôt qu'en le combattant, on comprend vite l'importance de l'équilibre invisible qui s'opère sous nos pieds. Une symbiose où bactéries, champignons et faune du sol collaborent pour régénérer la terre. Ici, c'est la zone de compostage expérimental de écolier de Tivoli. Alors, pourquoi c'est expérimental? Parce que ici, dans cette zone de compostage, les riverains peuvent déposer leurs déchets du jardin, mais aussi les entreprises qui sont conventionnées avec l'association. Ces petites boules qui sont là, rien d'autre que c'est les caca de ces insectes. D'accord? Je vais essayer de les prendre de façon délicate. Regardez la quantité qu'il y a ici. Vous voyez? Voilà. Cette structure ici, tu vois, c'était ça qui était mangé, qui devient ça. Donc, il n'y a rien à voir un compost comme ça, 100% de déchets végétaux, il n'y a pas de la nourriture, avec un compost qui vient de l'industrie. Là, vous voyez, quand je fais ça, vous voyez la vie présente ici.
tout ça, c'est les décomposeurs du sol. Regardez cette terre noire-là, que j'avais déposé ici un tas de BRF, ouais, des déchets. Donc, et puis après, j'ai pu répartir à gauche, à droite. Mais ça pourrit. Et on voit qu'elle voit les petites bêtes, etc. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Exactement. Hein, Mais donc, ils nous ont montré ça à l'écolieu de Tivoli. Ouais. Tout leur Voilà. compost et tout. Donc, je veux qu'il y ait des milliards. Hein, mais il y a des milliards. Hein. On prend un centimètre carré et il y a plusieurs millions. Donc, il y a tout dedans. Quand je pars, tu vois, là, c'est un compost qu'on va dire qu'il est semi-maturé déjà, en maturation. Parce que comme il était fait avec du bois broyé mélangé, ça prend plus longtemps pour se défaire. Donc, on va utiliser cette partie-là pour remettre dans les jardins, pour couvrir les sols. Parce que les sols ne peuvent pas être sans protection. C'est comme notre peau si on n'avait pas l'épiderme. On allait brûler au contact du soleil. Donc là, c'est pareil. Il faut protéger les sols. Et là, quand je l'amène là comme ça, j'amène toute la vie. Parce que la vie, elle a fait du visible et du invisible. C'est évident de labourer ici. Ouais, on peut pas labourer. Mais donc, ça encore me motive de ne pas toucher à mon sol. C'est comme si vous vous écorchez partout. Vous devenez très fragile. Comme un brûlé. Un brûlé, il n'y a pas plus fragile qu'un brûlé. Parce qu'il n'y a pas la protection de la peau, etc. Donc si vous épluchez le sol, vous labourez, vous descendez à 30 cm, etc., l'eau va tout prendre. Mais les meilleures matières, surtout en haut. Tout le fumier, la matière organique, etc., les animaux, etc. Et puis les animaux sont flingués par le soleil. Donc, ce qu'il faut faire attention à tout ça. Et c'est pourquoi, bon, je garde l'herbe. J'ai parlé tout à l'heure de l'érosion. Ça permet aux racines de bien tenir, etc. Et l'objectif, c'est que quand il pleut, que l'eau, que l'herbe amortisse l'eau, parce que les pluies tassent, hein. Les gens ne pensent pas ça, les pluies tassent. Les gouttes d'eau tassent les terrains. Hein. Oui. Donc, les scientifiques démontrent ça. Donc, ça limite le tassement. Ça permet d'amortir, etc. Et puis l'eau, au lieu que l'eau descende rapidement, comme on voit en France, les inondations, parce que l'eau dévale trop vite, ça arrive dans les villages et l'eau monte, etc. Donc ici, bon, c'est très pentu, mais mon objectif, c'est que ça limite le lessivage, ça limite l'érosion. Et comme il y a plus de matière organique, ça va augmenter la capacité de rétention du sol. Tout ça va ensemble. Mais bon, allez dire ça aux gens, je ne sais pas comment dire ça, parce que les gens ne sont pas dans ce truc-là. La conservation des sols joue un rôle primordial quand on parle d'agriculture durable. Pour préserver la santé des plantes, il faut d'abord soigner celle du sol. Aujourd'hui, l'une des pistes réside dans la mycorhisation. Donc la mycorhisation, c'est le fait de permettre aux champignons, parce que le sol, il y a beaucoup de champignons, mais il y a des champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose avec la plante. Donc ils s'agrippent aux racines de la plante et la plante nourrit le champignon mycorhizien. Et comme le champignon mycorhizien a, je veux dire, un réseau, comme le réseau Internet dans le sol, donc récupère des éléments comme le potassium, un peu d'azote, un peu de phosphore, etc. Donc, et il ramène ça à la plante. Donc c'est une complicité, je dirais, gagnant-gagnant qui se passe dans le sol. Et le champignon peut parcourir, je dirais, 10 fois plus, 100 fois plus ce que peuvent faire les racines de la plante. Le renouvellement de la vie du sol se fait aussi par une coupure en matière de production. Mais sauf que les plantes qui poussent, elles aussi produisent. Mais en fait, là, on est passé d'une parcelle monospécifique avec quelque chose de planté, donc une biodiversité très faible, terrestre, on va dire, très faible aussi, souterraine très faible. Et quand on rentre dans cette période de jachère, entre guillemets, d'enherbement, ça permet d'augmenter la biodiversité du sol avec la biodiversité de la parcelle. Même si on espère que c'est le plus temporaire que possible,
mais cette phase est très importante dans le cadre de la régénération du sol. Donc, il y a de l'herbe, mais l'herbe fait partie du système de production. Pareil, nous sommes en agriculture bio. Par conséquent, on a besoin de cet équilibre constant entre les nuisibles et les auxiliaires de culture. Et quand on rentre dans des parcelles monospécifiques, eh bien, on élimine les auxiliaires au profit de ceux qui consomment les plantes, donc les nuisibles. Et le fait de garder de la biodiversité végétale un peu partout, de manière le plus que possible séquencée, mais ça permet aussi d'augmenter cette biodiversité qui va alimenter les plantes cultivées en auxiliaire. L'agriculture conventionnelle, le capitalisme et ses conséquences sur les systèmes agricoles nous ont appris à négliger la terre, à la reléguer au second plan. Pourtant, elle est le point de départ de la santé des plantes et des peuples. En plus d'assurer la croissance des végétaux, le sol soutient des services écosystémiques majeurs, réservoirs de biodiversité, stockage du carbone, filtration de l'eau et de l'air. Aujourd'hui, face au poids économique de la banane et sa dépendance aux intrants, le jardin créole offre une alternative résiliente. Bien que souvent absent des statistiques officielles, il restaure les sols, s'adapte aux crises climatiques et assure la souveraineté alimentaire en régénérant les écosystèmes tropicaux. Ce modèle du jardin créole s'insère dans le courant plus large de l'agroécologie, qui est une manière de penser et d'organiser la production agricole en s'appuyant d'abord sur le vivant présent dans un territoire. Concrètement, elle valorise les écosystèmes, c'est-à-dire les sols, la biodiversité, l'eau, les interactions biologiques, pour réduire l'usage d'intrants et préserver les ressources naturelles. Aujourd'hui, c'est à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement qui transforme les systèmes alimentaires. Le modèle agroécologique s'est développé en réaction au modèle intensif qui a dominé l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Si la Révolution verte a permis de tripler la production alimentaire, cela s'est fait au prix d'une simplification des paysages, d'un usage massif d'intrants chimiques et d'une forte pression sur les sols, l'eau et la biodiversité. À partir des années 1990, les limites environnementales et sociales deviennent évidentes. C'est dans ce contexte que l'agroécologie se structure comme alternative crédible. D'autres modèles ont émergé pour répondre aux limites de l'agriculture intensive, telles que l'agriculture biologique, sans produits chimiques de synthèse, l'agriculture de conservation, qui repose sur la couverture permanente des sols, l'absence de travail du sol et la diversification des cultures, la permaculture pour créer des systèmes autosuffisants à petite échelle, ou encore l'agriculture régénératrice, centrée sur la restauration des sols et le stockage de carbone. L'agroécologie partage certaines ambitions, mais se distingue par la place centrale qu'elle accorde à la diversité du vivant et aux interactions biologiques. Aujourd'hui, le terme agroécologie recouvre 3 dimensions complémentaires. Un domaine scientifique, à la croisée de l'agronomie, l'écologie et les sciences sociales, qui étudie le fonctionnement des agro-écosystèmes. Des pratiques agricoles adaptées aux conditions locales et réduites en intrants, et un mouvement social qui défend l'agriculture paysanne et des systèmes alimentaires plus justes, ancrés dans les territoires. Ainsi, l'agroécologie change de logique. Elle ne cherche pas la plante idéale, optimisée par des intrants, mais mise sur les interactions entre les êtres vivants. Elle favorise le recyclage de la biomasse, optimise le fonctionnement biologique des sols, limite les pertes d'eau et d'énergie et s'appuie sur la diversité pour rendre l'agriculture plus résiliente. Agroforesterie, rotation longue, cultures associées, habitat pour auxiliaires, syntropie. Tout cela vise à renforcer les processus écologiques plutôt qu'à les remplacer. La connaissance locale, le savoir-faire des agriculteurs et leur capacité à expérimenter sont au cœur de cette démarche. En Martinique, l'agroécologie s'appuie ainsi sur le modèle du jardin créole. Bien avant l'essor des monocultures intensives de bananes et de canne à sucre, il est né d'une fusion entre savoirs amérindiens et techniques des nègres-mahons. Loin de l'uniformité des plaines, c'est un art de la superposition. Des racines aux grands arbres, il concentre cultures vivrières, plantes médicinales et épices sur un espace réduit. Un système complet qui nourrit, soigne par ses remèdes et protège par sa dimension symbolique. Mais qu'est-ce que ça représente pour un agriculteur de se tourner vers l'agroécologie? L'association Ipiranga des Pastignas propose une autre voie dans les collines de Tivoli. Face aux différentes problématiques liées à la terre, elle expérimente l'hydroponie, une technique consistant à faire pousser des légumes dans l'eau, sans terre, en utilisant un circuit fermé enrichi en nutriments. Alors, nous avons des poissons qui sont dans les bassins. Ces poissons, ils vont être nourris et l'excrément de poisson va générer de l'azote.
pour les plantes. Et les plantes, elles vont consommer ces nutriments et après, les plantes vont nettoyer l'eau pour les poissons. Donc, il y a une pompe, une seule pompe ici, qui cette pompe après va envoyer de l'eau partout. Donc, ici, on a ce qu'on appelle du Saint-Pierre, mais c'est de la pierre. Dans ce bassin. Une fois que les plantes sont plus grandes, hein, là par exemple, bon, ça a été mis là à la hache, ça c'était des boutures parce que ça nous manquait de ce type de plantes ici. Donc on a bouturé, ça c'est des herbes à verre. On va utiliser les herbes à verre en créole, c'est-à-dire l'herbe à verre qui va être utilisée pour nous, mais aussi pour les animaux. Dans la place de venir vermifouger, on va additionner ça dans l'eau et ils vont boire ça. Ça nous permet, par exemple, de parler du système radiculaire, les racines des plantes, pour montrer aux élèves comment ça marche, comment on fait parce que les boutures, ça se fait beaucoup plus rapidement ici qu'ailleurs. Donc, du coup, on montre les fonctions du système radiculaire, comment ça marche la photosynthèse. Au-delà de nourrir la terre, il s'agit aussi de la préserver, ce qui suppose, en Martinique comme ailleurs, de repenser le modèle agricole dans son ensemble, ses intrants, ses déchets, ses cycles. Ces thématiques sont étudiées par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique de l'État français. Pour commencer, on est globalement dans un système d'économie plutôt linéaire où on prend des ressources naturelles, on les extrait, on les transforme, on consomme et ensuite on jette. L'idée de l'économie circulaire, c'est plutôt de boucler cette boucle, c'est que de plus avoir de déchets, mais parler de ressources et à chaque étape, finalement, de se poser la question d'améliorer ses pratiques, d'allonger la durée de vie, de consommer mieux, de réutiliser, réemployer et puis, in fine, recycler. Voilà. Cette boucle d'économie circulaire autour de la matière organique et la production d'intrants locaux, elle est hyper importante. On a tendance un peu à l'oublier. Mais voilà, les engrais locaux, l'alimentation animale locale, c'est hyper important. Là, on échange beaucoup avec la CODEM, c'est la filière d'élevage. Et donc, du coup, on échange beaucoup avec eux sur ce sujet d'alimentation animale locale parce qu'elle est vraiment importée. Moi, il y a déjà ce sujet de réduction de la dépendance aux intrants, qui me paraît hyper important parce que certes, on peut avoir de l'agriculture locale, mais si on importe tout pour faire cette agriculture, par exemple, on importe des poussins, ensuite des poules pondeuses, et donc on est autonome sur les œufs, on est quasiment à 100% de production locale sur les œufs, mais en fait, on importe les poussins. Donc, quel est finalement notre degré d'autonomie dans ce système-là? Donc, on essaye d'agir au niveau des intrants et puis ensuite Au niveau de la consommation, l'optimisation de la consommation des ressources qui sont déjà là, on a un sujet particulier en Martinique, c'est qu'on a beaucoup d'arbres fruitiers et il y a beaucoup de ces denrées-là qui sont perdues parce que soit les arbres sont au bord des routes, donc n'appartiennent à personne, soit les arbres sont chez des particuliers. Donc les particuliers ont une trop grosse quantité de denrées et ne peuvent pas les consommer eux-mêmes, ni même en les donnant à leur voisinage ou à leurs proches. Et donc il faudrait aussi réfléchir à comment on optimise toutes les denrées qu'on produit pour pas les perdre et donc augmenter notre niveau d'autonomie alimentaire, que ce soit les fruits qu'on ne peut pas identifier les propriétaires, mais aussi chez les propriétaires. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on arrive à retrouver avec les différentes institutions du territoire chaque année des sujets communs qui nous rassemblent parce qu'on porte souvent les mêmes messages. Et par exemple, il y a 3 ans, le sujet, c'était la qualité de l'assiette. Et en fait, que ça soit du point de vue de l'environnement ou de la santé, ce qui compte, c'est de manger équilibré, plus de fruits et légumes. Et en fait, on se retrouve tous sur ce sujet-là.
Et c'est ça qui fait la richesse du partenariat, en fait. C'est que finalement, quel que soit le sujet sous lequel on le prend, l'alimentation durable, voilà, ça nous rassemble, quoi. Et c'était un appel à projet assez intéressant où on essayait d'adapter un petit peu ce qui se fait dans l'Hexagone au local, parce qu'il y a par exemple la question des menus végétariens à l'école. Donc maintenant, la loi Agalim fait que une fois par semaine, la restauration collective doit mettre un repas végétarien en place. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient travaillés, des recettes végétariennes, etc., qui étaient travaillées depuis l'Hexagone. Et ici, ils avaient un peu le réflexe d'aller acheter des produits transformés, voilà, des substituts de viande, des steaks végétaux, des saucisses végétales, qui en fait étaient pas très bonnes, chères, etc. Et l'idée, ça a été de travailler des recettes locales, des guides, voilà, des choses pour pouvoir mieux manger à la cantine. Ok, attention. La question qu'on me posait souvent en personne, c'est est-ce que vous pensez que pour vous, une souveraineté alimentaire ou plus d'autosuffisance alimentaire en Martinique, c'est possible? La réponse globalement qu'on avait, c'était oui, mais il faut que les habitudes de consommation changent. Et donc, l'ADEME s'inscrit pleinement dans ça. Ses objectifs sont de faire évoluer les habitudes de consommation pour avoir des assiettes plus végétales, plus durables, pas forcément plus locales, même si c'est idéalement plus local. Ouais, c'est ça. Toutefois, l'obstacle majeur est ailleurs. C'est un obstacle systémique. Il s'agit de l'accès à la terre. Mais cette problématique ne date pas d'hier. Déjà en 1983, les Martiniquais se soulevaient contre une inégalité profonde. La structure foncière de l'île portait à l'époque et aujourd'hui encore les cicatrices profondes de la colonisation. D'un côté, de vastes domaines hérités du système de plantation restaient figés, souvent lissés en friche. De l'autre, des agriculteurs se retrouvaient sans terre. Pourtant, à l'époque, il existe déjà une loi qui pourrait changer les choses. Depuis 1961, le préfet peut autoriser la mise en valeur de terres incultes, abandonnées ou insuffisamment exploitées. Mais dans les faits, le silence administratif protège les grandes propriétés. Or, pour les familles rurales, la terre n'est pas qu'un simple outil de travail. C'est le socle de l'autonomie alimentaire et la garantie de survie de toute une communauté. Face à l'inaction politique, une conviction grandit chez les jeunes agriculteurs. Si la terre ne leur est pas redistribuée, ils iront la reprendre. C'est au pied de la montagne Pelée que cette tension historique a fini par éclater. Face aux 100 hectares inactifs de Luc Pingré, un groupe de jeunes décide de ne plus attendre une hypothétique réforme. Ils occupent, ils sèment, ils agissent. Parmi eux, Thérèse Page, qui fait un choix radical. Pour mener la lutte, elle décide de confier ses 4 enfants, dont 2 nourrissons, à sa sœur. Sa fille, Emma Page, nous raconte. L'idée est partie d'occuper un terrain qui était en friche et après de permettre que le propriétaire puisse soit louer ou vendre aux agriculteurs. Donc, dans cette optique, il y a un petit groupe qui s'est formé, dont ma mère, Page Thérèse. Il y avait les sœurs Monjean à l'époque. Et elles ont décidé d'aller occuper le terrain de M. Pingré, qui était totalement en friche. Donc, elles ont commencé à défricher une partie, commencé à travailler cette partie-là et à revendiquer leur envie de travailler et surtout d'avoir de quoi travailler. Donc, la dite terre. Voilà. Donc, tout cela s'est passé dans des ambiances très tendues parce que, d'une part, c'était une propriété privée. D'autre part, à l'époque, le propriétaire ne voulait pas entendre parler de location et encore moins de vente. Après, il y a eu des interventions de la part des agriculteurs qui occupaient le terrain vers la préfecture, vers les autorités de façon à légitimer cette action. Ça n'a pas été forcément bien entendu, ça n'a pas été forcément bien reçu. Donc, ce qui a fait que la lutte a été longue et quand même parfois très, très dangereuse. Mais oui, il y a eu des rebondissements, il y a eu des blessés. C'était vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre parce qu'on ne voulait pas comprendre ces agriculteurs qui vous recherchaient de quoi travailler. Et en même temps, il y avait la notion de propriété privée.
Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez difficile à assimiler pour les gens et de comprendre qu'on puisse vouloir occuper un terrain pour pouvoir amener à louer ou à vendre ce terrain pour permettre aux agriculteurs de travailler. Mais l'engagement de Thérèse Page a fini par porter ses fruits. L'occupation du domaine Providence a permis l'installation d'agriculteurs en un groupement d'intérêt économique et environnemental encore actif aujourd'hui. Et pour honorer sa lutte, à l'occasion d'une journée organisée par les associations Culture, Égalité et Défense des intérêts des petits agriculteurs, un vibrant fémage lui est rendu. L'accès à la terre est un défi historique qui demeure encore aujourd'hui. En Martinique, le foncier se dérobe. D'un côté, le mitage urbain grignote les champs. De l'autre, l'indivision laisse des terres inexploitées et la concentration des terres fige le paysage. Il est difficile de tout faire sans patrimoine en Martinique. On est sur une île de 1000 km². Par conséquent, la terre a une valeur qui est très importante, une valeur symbolique du fait que l'accès à la propriété est très récente dans l'histoire des Martiniquais. Donc, on y tient au principe de propriété. Et aussi, du fait que le territoire soit petit, il n'est pas accessible à tout le monde. Par conséquent, c'est quelque chose qui coûte cher sur le plan financier et qui coûte cher aussi sur le plan moral, sur le plan culturel. Par conséquent, il est très difficile aujourd'hui pour un jeune diplômé d'avoir accès à une terre de production. Et je précise, une terre de production, c'est un outil de production. Ce n'est pas un patrimoine qu'il pourra valoriser selon la valeur du terrain, qu'il pourra revendre. Non, ça reste un bien de production. Et c'est difficile. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle les Formés sans terre, qui justement fait de cette problématique un élément central dans le développement de l'agriculture martiniquaise. Avec une exploitation moyenne en Martinique de seulement 3 hectares, de nombreux jeunes agriculteurs se retrouvent exclus des aides officielles d'installation. Ajoutez à cela une lourdeur administrative chronique et l'on comprend pourquoi s'installer relève aujourd'hui de l'épopée. En réponse au manque d'accès à la terre, à la forte importation d'alimentation animale et au recul de la production de viande bovine, la coopérative des éleveurs bovins de Martinique a décidé de régler le problème à la source. Alors, au cours de ces dernières années, il y a eu plusieurs périodes de sécheresse avec des calamités agricoles, sécheresse des arrêtés préfectoraux, où là, on a vu qu'il y avait un déficit d'herbe sur le territoire parce qu'on ne pouvait pas alimenter les animaux. On a eu en 2 ans, entre 2019 et 2020, plus de 1500 mortalités de bovins sur le territoire par rapport à aux 2 périodes de sécheresse. Et du coup, nous avons recherché au niveau de la France hexagonale, au niveau de la Réunion, s'il n'y avait pas des dispositifs justement qui permettraient de mieux gérer le foncier agricole, et nous avons trouvé justement l'outil de l'association foncière pastorale. Donc à la Réunion, cela fait plus de 40 ans que cela existe, en France hexagonale plus de 80 ans. Bon, il faut le dire aussi que l'agriculture en Martinique est très jeune, donc moins de 40 ans. Donc effectivement, on a un peu moins de recul aussi sur tous les outils, en tout cas, de gestion du foncier. Et du coup, par rapport à cela, nous avons rédigé un projet que nous avons présenté dans le cadre du plan de relance 2030. Et la DAF a décidé de sélectionner ce projet, de le porter au niveau de l'ODEADOM. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis 2022, nous percevons le financement de l'ODEADOM sur la création d'un poste d'animateur de l'association foncière pastorale et sur justement ce projet de mise en place d'un outil de gestion du foncier avec tous les partenaires sur le territoire. Donc voilà, donc tous ces organismes permettent de mutualiser, de co-construire ce projet d'envergure pour la Martinique, puisque lors de nos travaux, nous avons recensé à peu près 16 000 hectares de terre, soit en agricole ou en naturel, qui pourraient être mobilisés pour l'agriculture, pas forcément pour le bovin, pour la culture d'herbe, mais également pour d'autres types de cultures. Donc c'est le travail que nous faisons en ce moment, puisque nous avons déposé au niveau de la préfecture notre premier dossier de création d'association foncière pastorale pour 2 communes en Martinique, donc le Carbet et Saint-Pierre, avec un périmètre retenu de 2900 hectares
pour qu'on puisse justement voir dans quelle mesure on pourrait développer l'agriculture sur le territoire. Penser la souveraineté alimentaire en Martinique exige de repenser le foncier, car sans terres saines et accessibles aux paysans, peut-on réellement faire un choix sur ce que l'on produit et ce que l'on consomme? Face à ce défi, les agriculteurs et les agricultrices de l'île continuent de réinventer et adapter des systèmes de production durables et de lutter pour un accès à la terre. Toutefois, ces initiatives essentielles pour faire vivre l'agriculture locale restent peu soutenues par les systèmes d'aide agricole dans les Outre-mer. Le POSEI, le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, financé par des fonds européens et nationaux, se retrouve accaparé par les filières traditionnelles d'exportation. Aujourd'hui, le soutien à la filière canne à sucre représente un quart de l'enveloppe du POSEI en France, soit 69 millions d'euros, tandis que la banane concentre à elle seule 42% du budget total du POSEI pour l'ensemble de l'Union européenne. Et derrière la question foncière et politique se cache une réalité plus profonde, celle de sols meurtris par des décennies de monoculture intensive, empoisonnés par le chlordécone, dont les traces continuent de marquer les terres et les corps. Restaurer ce qui a été abîmé, repenser les dépendances, ouvrir d'autres chemins, c'est le geste patient que font chaque jour des agriculteurs, des chercheurs et des collectifs. Car cette question ne s'arrête pas aux champs. Elle touche à l'économie des territoires, aux liens sociaux et au patrimoine que portent les savoir-faire paysans. Elle se lie dans la santé des Martiniquais, encore marquée par les traces du passé. La réponse n'est pas unique, elle se construit à chaque parcelle, à chaque saison, à chaque geste, pour renourrir la Martinique autrement. Apprendre manger pays. Maïlani bon mangeant pays. Apprendre manger pays. Maïlani bon mangeant pays. Apprendre manger pays. Manger pays qui bon pour nous. Apprendre manger pays. Manger pays bon pour nous. Apprendre manger pays. Belle manger ni bon manger. Apprendre manger pays. Belle manger ni bon manger. Apprendre manger pays. Banane noire c'est bon manger. Apprendre manger pays. C'est pas pour exporter seulement. Apprendre manger pays. Oui à pain c'est bon manger. Apprendre manger pays. D'achinois c'est bon manger. Apprendre manger pays. Oui à noir c'est bon manger. Apprendre manger pays. Crébèche noire c'est bon manger. Apprendre manger